La petite ville de Lodi en Californie est située en plein cœur de la vallée centrale de l'État, au sud de Sacramento. Elle est entourée de terres agricoles, des vergers et des vignobles les plus fertiles au monde. Les gens s'installent ici parce qu'ils préfèrent la tranquillité de Lodi et son faible taux de criminalité à l'agitation des grandes villes. Le samedi 2 juillet 1994, 3 de ces jeunes résidents se mirent à l'abri de la chaleur en rentrant écouter la télévision. Une jeune fille de 16 ans surveillait sa jeune sœur et son amie. Leurs parents étaient partis au Michigan pour le long week-end de la fête nationale. Coming. Vers 16 h, quelqu'un se présenta à la porte. C'était un homme dont le torse nu était couvert de tatouages. Il demanda des informations sur la maison car elle était à vendre. Il demanda la permission d'entrer pour visiter les lieux. L'adolescente lui répondit qu'il devrait téléphoner à l'agent d'immeuble dont le numéro de téléphone figurait sur le panneau et prendre rendez-vous quand ses parents seraient de retour quelques jours plus tard. L'homme déclara qu'il n'avait pas de stylo pour le noter et il demanda la permission d'entrer pour en emprunter un. Méfiante, la jeune fille refusa de le laisser entrer et lui offrit de le noter pour lui. Sur un bout de papier à lettres de son père, elle inscrivit le numéro de téléphone de l'agent d'immeuble. Elle remit ensuite ce papier à l'inconnu qui partit à contre-cœur. I'm sorry. No, come on. Hi, I'd like to go on a carryout. A large, half pepperoni, half cheese. L'heure du repas approchait et la jeune fille commanda une pizza. Thanks. Bye. Le restaurant le plus proche n'était qu'à 10 minutes de la maison. Girls, I'm going to get a pizza. I'll be back. Comme les deux fillettes voulaient continuer d'écouter leur film à la télé, l'adolescente partit seule. Elle ne serait partie en tout que 20 minutes. Laisser les deux fillettes seules pendant un aussi court laps de temps ne lui semblait pas dangereux. Mais quelques instants après son départ, la sonnette retentit de nouveau. I don't know. Maybe your sister forgot her keys. La plus jeune des deux sœurs répondit à la porte. Hi, I was here a little bit ago, a little earlier, and I talked. C'était le même homme au torse Give me nu. a phone number, and I just want to know if I can borrow a phone book. Yeah, can you hold La fillette alla lui chercher un annuaire téléphonique comme il le lui avait demandé. Quelques instants plus tard, la sœur aînée rentra à la maison avec la pizza. Elle appela les deux fillettes, mais n'obtint aucune réponse. Got pizza. L'homme au torse nu l'attaqua alors en lui plaçant la lame d'un couteau sur la gorge. Il l'obligea à monter dans une des chambres où les deux fillettes étaient ligotées. Down, hands behind your back. If you ever want to see mommy and daddy, Il lui ligota les chevilles et les poignets à son cou. very quiet and very still. Aucune des trois ne savait ce qui allait arriver. Tremblante, la jeune amie des deux sœurs sentit que l'intrus défaisait le lien qui lui maintenait les chevilles. Il la traîna ensuite de force à l'extérieur de la chambre. Dans une autre chambre, celle au fond du couloir, l'homme jeta sa jeune victime sur le lit en la menaçant de la tuer, elle et ses amis, si elle criait. Il lui ligota de nouveau les chevilles. She'll work. Puis il sortit de la chambre. Pendant qu'elle était seule, la fillette tenta de défaire ses liens. Shut up. Pour les deux sœurs, la situation semblait sans espoir. Après quelques moments d'angoisse, la fillette restée seule parvint à se libérer les mains.
Mais les liens qui retenaient ses pieds ensemble étaient si serrés qu'elle tomba en tentant de se mettre debout. Elle pouvait entendre les pas de l'homme et les cris de ses amis au fond du couloir. Elle se glissa alors dans un placard ouvert. Entraînant avec lui la plus jeune des deux sœurs, l'homme fit de nouveau irruption dans la chambre. Stand up, stand up. Il ne vit pas la fillette immobile qui se cachait dans un recoin au fond du placard. Il ignorait où elle pouvait se trouver. Quand elle n'entendit plus aucun bruit, la fillette quitta sa cachette. Sans doute l'intrus avait-il cru qu'elle était parvenue à s'échapper et à appeler la police. Comme il avait perdu le contrôle de l'une de ses otages, il décida de se concentrer sur une seule des jeunes filles. Il força la plus jeune des deux sœurs à monter à bord de la voiture de ses parents et démarra. La fillette qui s'était cachée dans le placard trouva la sœur aînée dans l'autre chambre. Elle défit ses liens. L'adolescente appela le service d'urgence pour signaler qu'un homme couvert de tatouages avait enlevé sa sœur à bord de leur voiture de sport rouge. Ces informations furent transmises aux patrouilleurs de Lodi qui arrivèrent en vitesse. Une réponse rapide était essentielle, car les chances de retrouver vivante la jeune victime d'un ravisseur chutent de façon spectaculaire après les premières 24 heures. Le chef de la police, Larry Hanson, fut appelé très rapidement à prendre cette affaire en charge. La peur qu'un de ses enfants soit enlevé est une peur ressentie par tous les parents. Je crois même que c'est une peur que partage toute la population. On veut que nos enfants soient en sécurité, et ce, particulièrement dans notre foyer. C'était donc le pire cas d'enlèvement possible que cet enfant soit enlevé chez elle. Les policiers tentèrent de rejoindre les parents de la fillette au Michigan, mais ils n'y parvinrent pas tout de suite. Comme ceux-ci se trouvaient dans un chalet isolé, des policiers furent dépêchés sur les lieux pour leur annoncer la nouvelle de l'enlèvement de leur plus jeune fille. Quant aux deux autres, elles avaient été conduites à l'hôpital pour y subir un examen avant d'être interrogées. La police transmit une description de l'enfant, de la voiture de sport et de son numéro de plaque d'immatriculation à toutes ces unités de patrouille. Ma plus grande peur, c'était que cette affaire se termine comme tant d'autres, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un homicide sur les bras. Il nous fallait donc tenter de trouver l'enfant le plus vite possible et empêcher le ravisseur de commettre le pire. Le chef de police ne perdit pas une seconde et appela le FBI. L'agent spécial Charles Riley du bureau de Sacramento savait lui aussi qu'il fallait faire vite si l'on voulait trouver la fillette. Parfois, les ravisseurs vont dans un autre État. Le problème, c'est qu'on ne le sait jamais. Et si on attend trop et que le ravisseur est effectivement allé dans un autre État, il est généralement trop tard pour obtenir des informations valides. On se met donc le plus vite possible au travail dans ces cas-là. À 20 h, soit plus d'1 heure après l'enlèvement de la fillette, des experts en scène de crime de l'équipe judiciaire du FBI et du ministère de la Justice de la Californie examinèrent les chambres où les 3 jeunes filles avaient été retenues captives. Au cours des 12 heures suivantes, ils recueillirent des poils, des cheveux et des fibres un peu partout dans la maison. Des techniciens appliquèrent également de la poudre pour relever les empreintes digitales. Peut-être ces indices leur permettraient-ils d'identifier le ravisseur. Pour les habitants du nord de la Californie, ce crime était par trop familier.
Moins d'un an plus tôt, Polly Klaas, une fillette de 12 ans de Petaluma, avait également été enlevée. On l'avait trouvée par la suite brutalement assassinée. Notre cas ressemblait énormément à celui de Polly Klaas. Dans notre affaire, il y avait 3 jeunes filles. Il en avait été de même dans l'affaire Klaas. Les 2 suspects étaient armés d'un couteau et tous 2 étaient partis de la maison avec l'une des fillettes. Même si le meurtrier de Polly Klaas se trouvait derrière les barreaux depuis, les policiers espéraient que leur enquête n'aurait pas une fin aussi tragique. Les enquêteurs de Lodi appelèrent la fondation Polly Klaas pour obtenir de l'aide. Mis sur pied après la mort de Polly, la fondation vient en aide aux forces policières en disséminant le plus vite possible les informations en cas d'enlèvement d'enfants. C'est l'un des premiers appels que j'ai faits. Je les ai contactés parce qu'ils avaient les ressources requises pour ce type d'enquête. Ils disposent de leur propre réseau. Ils peuvent envoyer des télécopies à toutes les stations-service et les épiceries. Elles seront affichées bien à la vue des gens qui passent par là. Au poste de police de Lodi, les 2 jeunes filles fournirent une description du suspect à un dessinateur judiciaire. Comme elle l'avait déjà dit à un policier sur la scène de l'enlèvement, les avant-bras du ravisseur étaient couverts de tatouages. Et au milieu de son dos, l'homme avait le tatouage incomplet d'un crâne. Il avait les cheveux blonds, les yeux bleus, une moustache et une barbe de plusieurs jours. Les enquêteurs firent parvenir le portrait robot à tous les services de police et les médias du secteur. À 30 km de là, sur une route isolée dans le secteur rural de San Joaquin, le propriétaire d'un ranch qui rentrait chez lui vers 20h30 remarqua un feu de brousse dans l'un de ses champs. Un peu plus loin, il aperçut une voiture de sport rouge, apparemment abandonnée, les portières grandes ouvertes. Il appela le service d'urgence. Les pompiers furent les premiers à arriver sur les lieux. Les feux de brousse dans cette région aride de la Californie peuvent se propager rapidement et avoir des résultats dévastateurs. Ils parvinrent à contenir les flammes avant qu'elles n'atteignent la voiture. Le lieutenant Mike Padilla du bureau du shérif de San Joaquin arriva quelques instants plus tard. On a reçu un appel radio selon lequel il y avait un incendie suspect. En plus du feu, on avait trouvé une voiture abandonnée. En voyant cette voiture, on a constaté qu'elle correspondait à la description de celle dont la police de Lodi nous avait parlé dans les bulletins spéciaux. Elle lui ressemblait beaucoup. Quand on a finalement pu s'en approcher assez pour voir la plaque d'immatriculation, on a appelé au bureau où on a pu confirmer qu'il s'agissait bien de la voiture volée par le ravisseur. Apparemment, le véhicule avait provoqué l'incendie en cahotant dans le champ avant de s'arrêter. Mais la police ne trouva aucune trace de la fillette ni de son ravisseur. On pouvait seulement espérer qu'ils étaient encore dans le secteur et que la fillette était toujours en vie. À 20h30, le 2 juillet 1994, soit 1h30 après l'enlèvement d'une fillette chez elle à Lodi en Californie, les enquêteurs avaient trouvé le véhicule qu'avait utilisé le ravisseur pour prendre la fuite dans un champ à San Joaquin County, près d'un feu de brousse. La fillette et son ravisseur étaient introuvables. La police du comté voisin de Lodi et les agents du FBI se joignirent au lieutenant Mike Padilla du bureau du shérif de San Joaquin. Le lieutenant de Lodi est arrivé et on a eu une première rencontre sur place. C'est à ce moment-là qu'on en est venu à la conclusion que la victime se trouvait peut-être dans le coffre de la voiture. Même si ce véhicule était très compact, le coffre était tout de même assez grand pour contenir une fillette. Comme les pompiers ne disposaient pas des clés de la voiture, ils scièrent soigneusement la serrure du haillon. Personne ne frappait ni ne criait. Ils craignaient le pire. Mais l'espace à bagages était vide. Même si on n'avait rien trouvé dans le véhicule ou autour qui eût pu indiquer où était la victime, cette voiture devenait le pivot des recherches, comme nous le raconte l'agent spécial Charles Riley du FBI. On ignorait si la victime et son ravisseur étaient encore dans les environs.
Nous agissions comme s'ils étaient encore tout près. Notre principale préoccupation, c'était de trouver la victime saine et sauve et de trouver aussi le ravisseur, si possible. Comme on était dans un secteur isolé, il était peu probable que l'assaillant ait pu voler une autre voiture pour quitter le secteur. Toutefois, s'il était à pied, il était plus vraisemblable qu'il se soit déjà débarrassé de la fillette de 12 ans, compte tenu qu'elle l'empêchait de fuir aussi rapidement que s'il était seul sur ce terrain accidenté. Gerald Murray, lieutenant de la police de Lodi, était pleinement conscient que les chances de trouver l'enfant encore en vie étaient de plus en plus minces. Statistiquement, en général, la victime ne vit pas longtemps quand elle se retrouve dans un endroit rural et que le suspect contrôle la situation, comme c'était le cas ici. Nous étions donc très inquiets pour elle et nous devions nous concentrer strictement sur ce que nous savions. C'est-à-dire que nous disposions de ressources, nous étions habilités à gérer ce genre de situation et nous disposions également du personnel requis pour chercher rapidement et trouver cet enfant. À 20h45, des hélicoptères se joignirent au FBI et à la police. Du haut des airs, les pilotes pourraient guider les enquêteurs s'ils apercevaient le ravisseur et la fillette. Pour voir dans l'obscurité, ils disposaient d'un radar spécial sensible aux variations de température. Cette technologie ultra sophistiquée rend lumineux sur un écran tout ce qui génère de la chaleur, notamment des personnes ou le moteur d'une voiture. Au sol, on fit appel à des escouades canines. Les enquêteurs espéraient suivre le ravisseur et sa victime à leur odeur. Les chiens menèrent les membres de l'équipe dans les bois, mais après 1,5 km, il n'y avait plus aucune piste. Le lieutenant Mike Padilla de San Joaquin se rendit alors compte que pour couvrir un secteur rural de cette importance, il devait trouver beaucoup plus de personnel. Même si notre service de police est plus important que celui de Lodi, le secteur de recherche était beaucoup trop grand pour qu'on s'en charge seul. On a donc fait appel à d'autres services de police, ce que nous faisons à l'occasion en Californie. On contacte autant de services de police que nous croyons nécessaire. Dans ce cas-ci, on a demandé l'aide de 10 comtés et la réponse a été extraordinaire. Le bureau du shérif de San Joaquin mit aussi au service des équipes de recherche un centre de commandement mobile. L'autobus servirait de quartier général, permettrait de transmettre les informations le plus rapidement possible et d'assigner les responsabilités aux différentes unités qui participaient aux recherches. On pouvait déplacer cet autobus très vite si nécessaire. La police de San Joaquin et les services des incendies du comté fournirent des plans routiers et topographiques de toute la région. Leur connaissance du terrain serait précieuse aux agents du FBI et la police de Lodi qui fouilleraient le secteur de 5 km², c'est-à-dire la zone maximale qu'ils pouvaient fouiller avec le personnel dont ils disposaient. Leur première tâche consistait à ériger un périmètre de sécurité, comme se le rappelle l'agent spécial du FBI, Charles Riley. On ne savait pas combien de temps s'était écoulé entre l'arrivée de cette voiture et le début de nos recherches. On a donc dressé un périmètre de sécurité autour d'une zone que nous pouvions fouiller. Dans ce cas-ci, on a bloqué les routes entourant le secteur où nous avions trouvé la voiture. Malheureusement, ces routes étaient relativement éloignées. Il fallait faire plus de 1,5 km dans toutes les directions à partir de la voiture. On a donc dressé ce périmètre pour s'assurer que le ravisseur ne quitterait pas la zone. Des unités de la patrouille des autoroutes de la Californie et les policiers de San Joaquin et de Lodi prirent la responsabilité de surveiller les routes importantes qui donnaient accès à la zone de recherche. Le périmètre ressemblait à une immense roue dont les rayons auraient mesuré 1,5 km chacun et dont le centre était la voiture abandonnée sur le ranch. De nombreux hélicoptères survolaient toujours le secteur. Les pilotes espéraient apercevoir la fillette ou son ravisseur à l'aide de leur radar à infrarouge. À l'intérieur de la zone de recherche, les équipes se mirent à aller voir chacune des maisons, chacun des ranchs éparpillés sur les terres vallonnées. Peut-être le ravisseur connaissait quelqu'un dans la région. Les agents et les policiers décrivirent le ravisseur et sa victime aux propriétaires des ranchs et ils leur demandèrent s'ils avaient vu quoi que ce soit d'anormal. Mais personne ne put fournir d'informations. La plupart des gens furent même surpris d'apprendre qu'on effectuait ces recherches.
On a assigné les policiers de Cavaliers County aux recherches sur chacune des propriétés et on leur a demandé de fouiller tous les bâtiments qui s'y trouvaient. Ils devaient s'assurer qu'aucun véhicule n'avait disparu, comme de l'équipement de ferme, des véhicules tout-terrain, ce genre de trucs. Ils devaient également informer les résidents des recherches qu'on effectuait, au cas où ceux-ci apercevraient la victime ou son ravisseur. Il y avait de nombreux bâtiments et granges à proximité de la voiture abandonnée. Les propriétaires terriens indiquèrent aux policiers comment s'y rendre et ils les autorisèrent à les fouiller. Au cours des 2 heures suivantes, des dizaines d'équipes effectuèrent des recherches méticuleuses, mais ne trouvèrent aucune trace de l'homme tatoué ni de la fillette. Comme le secteur était vaste, les enquêteurs posèrent du ruban jaune autour des bâtiments fouillés, de façon à ce que les groupes qui viendraient ensuite ne les fouillent pas de nouveau. Mais même si les équipes procédaient de façon méthodique, le terrain vallonné donnait l'avantage aux ravisseurs. Quand les équipes revenaient, on leur demandait « Dans le secteur que vous venez de fouiller, quelqu'un pourrait-il toujours s'y cacher ?» Et malheureusement, on nous répondait souvent que c'était possible. Quelqu'un pouvait effectivement être encore là. À 23 heures, plus de 4 heures s'étaient écoulées depuis l'enlèvement de la fillette. Les équipes de recherche ignoraient si l'enfant était toujours en vie. Et l'on n'avait aucune indication qu'elle et son ravisseur se trouvaient toujours dans la zone de recherche. Les enquêteurs espéraient qu'en alertant le public au bulletin de nouvelles de 23 heures, ils recevraient des appels leur fournissant des pistes éventuelles. Le chef de police de Lodi tint donc une conférence de presse et répondit à toutes les questions qu'on lui posait, même celles de ses propres enfants. Je suis le père de 5 enfants. Ma plus jeune avait alors 5 ans et elle avait appris que cet enlèvement avait eu lieu. Quand elle m'a vu à la télévision, elle a demandé plus d'une fois à ma femme si on avait trouvé la petite fille. Malheureusement, la femme du chef dut dire à son enfant qu'on la recherchait toujours. Et plus les heures passaient, plus les chances de survie de la fillette étaient minces. À 5 heures du matin, le 3 juillet 1994, plus de 10 heures s'étaient écoulées depuis l'enlèvement d'une fillette dans sa propre maison. Le FBI et des dizaines de services de police avaient érigé un périmètre de sécurité autour d'une zone de 5 km² dans le comté de San Joaquin, où ils croyaient que le ravisseur s'était enfui avec l'enfant la veille au soir. Plus de 100 représentants des forces de l'ordre, notamment le lieutenant Gerard Murray de la police de Lodi, se demandaient ce qu'ils devaient maintenant faire. Nous étions très inquiets. On ignorait s'il se trouvait toujours dans cette zone et si on ne perdrait pas un temps précieux. Pouvait-il se trouver au sud de l'autoroute 26 de sorte qu'on les aurait manqués? Le ravisseur allait-il la molester? Allait-il la tuer? Qu'allait-il faire d'elle au juste? Allait-il entrer de force dans une autre maison et prendre un nouvel otage? J'étais assailli par toutes ces pensées et je me demandais comment j'allais empêcher que cela ne se produise. Pendant qu'on poursuivait les fouilles dans la région, une équipe de policiers de Lodi et d'agents du FBI se trouvait au centre de commandement qu'on avait installé temporairement dans la bibliothèque de la ville. Ils reçurent des dizaines d'appels de gens qui voulaient participer aux recherches. L'agent spécial Charles Riley du FBI participa à la coordination des recherches. On a formé des petites équipes et l'on a assigné à chacune d'elles une zone de recherche. Je crois que chaque équipe comptait environ 4 ou 5 personnes. Celles-ci pouvaient donc se diviser et couvrir tout un secteur. On assignait des zones de recherche adjacentes à chacune de ces équipes jusqu'à ce qu'elles soient couvertes comme une courte pointe. Ensuite, ces équipes revenaient faire leur rapport au centre de commandement. Dès le lever du soleil, les équipes de recherche purent profiter de la lumière. On fouilla méticuleusement ce secteur rural dans l'espoir de trouver des traces de la fillette ou de son ravisseur. L'agent Charles Riley participait à ces fouilles méticuleuses.
Avant que les équipes ne partent, on a avisé les membres d'être aux aguets pour trouver des indices. Ils pouvaient trouver des vêtements ou n'importe quoi qui était relié à l'affaire. Mais notre problème, c'est qu'on ignorait encore ce qui pouvait être important et ce qui ne l'était pas. On ne voulait courir aucun risque en négligeant quelque chose qui aurait pu être important. On leur a donc dit que tout ce qu'ils trouveraient pouvait être relié à l'enquête et qu'ils devaient en noter l'emplacement et nous en aviser. À 11 h du matin, les équipes de recherche avaient couvert tout le territoire jusqu'à la limite sud-ouest, l'autoroute 26. Les équipes traversèrent au sud de l'autoroute et accédèrent ainsi à une zone où il semblait encore plus facile de se cacher. Il y avait des vergers, des boisés très denses et d'immenses pâturages. Le secteur de recherche devenait de plus en plus grand, si bien qu'on ne pouvait le fouiller avec autant de soin et que nos chances de trouver quelqu'un étaient de plus en plus minces. On a évalué tout ça en tenant compte du fait que le ravisseur avait pu s'échapper au cours de la nuit, en sortant du périmètre de sécurité, parce qu'on en surveillait les limites plus ou moins bien, ou alors qu'il était carrément sorti de la zone avant même qu'on dresse le périmètre, ce qui signifiait que toutes nos recherches avaient été vaines. Ces pensées nous assaillaient l'esprit sans arrêt. Dans l'espoir de trouver des indices sur l'identité du ravisseur, les enquêteurs ratissèrent le quartier de Lodi où avait eu lieu l'enlèvement 15 heures plus tôt. Comme le suspect était venu à pied, on pouvait présumer qu'il vivait dans le quartier ou qu'il avait été embauché par un des voisins pour y effectuer des travaux. Mais personne ne le connaissait. Toutefois, plusieurs voisins se rappelaient avoir aperçu l'homme tatoué. Une jeune fille déclara qu'elle lui avait parlé environ 1 heure avant l'enlèvement. Il marchait dans le quartier et s'arrêtait dès qu'il voyait une propriété à vendre. Comme il le ferait par la suite chez la victime, il avait déclaré qu'il était intéressé à acheter la maison et avait demandé la permission de la visiter. La jeune fille avait refusé en l'invitant plutôt à appeler l'agent d'immeuble dont le numéro figurait sur l'écriteau. Mais comme l'homme continuait d'insister, le père de la jeune fille vint voir à qui elle parlait. Surpris, l'homme au tatouage partit rapidement. La description que la jeune fille donna de l'homme correspondait en tout point à celle des deux témoins. Il semblait bien que ce vagabond cherchait à s'en prendre à de jeunes filles. Voici le chef de police, Larry Hansen. Il est difficile d'imaginer qu'il y a des individus dans notre monde qui s'attaquent à des enfants, qui les enlèvent et les tuent, et qu'ils sont là, tout près. Ils sont au cœur de notre vie de tous les jours. Ils font des plans pour enlever l'enfant de quelqu'un. C'est terrifiant de se rendre compte que cela peut réellement arriver. Dans la ville de Lodi et autour, des centaines de volontaires posèrent des affiches où apparaissait la photo de la fillette disparue et le portrait robot de son ravisseur. Avec l'aide de la fondation Polyclass, on put poser 20 000 de ces affiches en quelques heures à peine. Une de ces affiches porta fruit. Une femme et son amie croyaient avoir reconnu le visage du ravisseur. Elle appela immédiatement la police. Is this the Lodi Police Department? Selon elle, l'homme du portrait pouvait être son fils, Stephen Reese Cochran, âgé de 25 ans. About the little girl? Du centre de commandement installé dans la bibliothèque de Lodi, un répartiteur dépêcha des enquêteurs à la maison de cette femme pour prendre sa déposition. Elle vivait tout près du quartier de la fillette disparue. De fait, il avait dit à sa mère, peu de temps avant l'enlèvement, qu'il avait le fantasme d'enlever une jeune fille, de la violer et d'ensuite la tuer. J'avais donc l'impression que cela pouvait être lui. La femme déclara que son fils Stephen logeait habituellement dans un refuge en ville, mais qu'il lui arrivait parfois de prendre le bus pour venir lui rendre visite. Vers 15 h, le jour de l'enlèvement,
Il était parti de chez elle et avait pris la direction du quartier où le crime avait eu lieu ensuite. Il portait des jeans coupés et avait le torse nu. La femme montra une photo de son fils au policier. Elle correspondait au portrait robot du suspect. Stephen Reese Cochran avait été incarcéré à plusieurs reprises au cours de ses 25 ans d'existence. Moins de 2 mois plus tôt, il avait été remis en liberté d'une prison de l'Arizona où il avait été interné pour avoir agressé sexuellement une mineure. Le FBI nous a aidés à obtenir les empreintes digitales de ce Stephen Reese Cochran par télécopieur. Le laboratoire du ministère de la Justice nous avait fourni une aide précieuse en relevant les empreintes digitales dans la maison. On les a comparées à celles de Cochran et constaté qu'elles étaient parfaitement identiques. La police fit immédiatement diffuser la photo du suspect dans les médias. Jusque-là, plus de 400 policiers et volontaires s'étaient joints aux recherches à San Joaquin, où le ravisseur avait abandonné la voiture volée 18 heures plus tôt. On n'avait trouvé aucune trace de lui ou de la fillette. Aucun vêtement, pas même une trace de pas. Si la fillette était encore en vie, il était évident que son état s'était détérioré avec cette chaleur du nord de la Californie, d'autant plus si elle était ligotée ou blessée. Les gens du poste de commandement et moi avons longuement parlé ensemble. On s'assoyait et on échangeait sur toutes ces émotions qui nous tenaillaient. Et ça nous soulageait de partager tout cela, les uns avec les autres. Après cela, c'était comme si nous ressentions un second souffle, comme une autre bouffée d'espoir. Il y avait ceci à faire, cette recherche à organiser, cette autre étape à commencer pour qu'on en vienne à boucler la boucle et réussir notre mission. Vers 14 heures, une voiture s'approcha de policiers garés sur une route à l'intérieur du périmètre de sécurité de 5 km². L'homme avait été si impressionné par la nouvelle de l'enlèvement de la fillette qu'il avait décidé d'effectuer ses propres recherches. Il avait circulé sur toutes les routes du secteur, examiné les champs pour tenter d'y apercevoir le suspect ou la fillette. L'agent spécial Charles Riley du FBI se rappelle les efforts de cet homme, efforts qui allaient porter fruit. On poursuivait toujours les recherches, particulièrement au sud, près d'un ruisseau, dans un secteur où le feuillage était très dense. Soudain, un automobiliste qui roulait sur la route a vu quelqu'un sortir des buissons. C'était un coin où il n'y avait aucune équipe de recherche. Peu de temps après avoir quitté sa maison, l'automobiliste avait aperçu un homme sale, torse nu, titubé au loin dans un champ. L'homme avait les cheveux blonds et il portait des jeans coupés, comme on l'avait dit aux nouvelles. Le témoin était persuadé qu'il s'agissait du ravisseur. Il n'avait toutefois pas vu la fillette. Malgré tout, après ces 19 heures de recherche sur plusieurs hectares, c'était la première fois qu'on pouvait croire que le fugitif se trouvait toujours dans la zone surveillée. Un des policiers alerta immédiatement le centre de commandement et leur donna la position du suspect. Pour l'arrêter, il fallait agir vite, avant qu'il n'ait le temps d'aller trop loin. Pendant qu'agents et détectives dépêchaient toutes les équipes dans le secteur où l'on avait aperçu le ravisseur, ils reçurent un autre appel, cette fois d'un garde forestier. On a entendu un homme à la radio qui disait qu'il avait vu le sujet près d'un enclos à chevaux. Ce garde forestier nous parlait sans utiliser de langage codé. On a tous figé comme un chevreuil devant les phares d'une auto. On s'est demandé si on avait bien entendu. Et on lui a demandé, vous avez dit sujet ou suspect? Parce que le mot sujet pouvait vouloir dire n'importe quoi. Il a répondu, il ressemble à cet individu que vous cherchez. Nous étions tous là, les nerfs à fleur de peau, au point qu'on en avait presque tous la chair de poule. Un agent du FBI, l'autre shérif et moi-même avons alors sauté en voiture pour nous rendre sur les lieux. Les policiers les plus proches arrivèrent les premiers dans un secteur isolé où il y avait un moulin à vent flanqué d'un enclos pour nourrir les animaux. Leur arme à la main, les 3 policiers prirent position juste de l'autre côté du champ. Ils surveillèrent les lieux en silence,
et virent l'homme tatoué sortir seul du bois, sans l'enfant. Ils sont parvenus à converger en un point du terrain et à se cacher avant que le suspect n'ait franchi la colline. Il semblait se diriger vers eux. Sans doute était-il déshydraté et pensait-il trouver de l'eau à cet endroit. Le fugitif semblait exténué. Les policiers ignoraient toutefois s'il était toujours armé d'un couteau. Après presque 20 heures de poursuite, les autorités mirent enfin Stephen Reese Cochran en détention. Le repris de justice déclara qu'il ignorait pourquoi on l'arrêtait. Il ajouta qu'il ne se rappelait rien des dernières 24 heures parce qu'il était sous l'influence de la drogue. Lorsque les enquêteurs lui demandèrent où se trouvait la fillette, il refusa de répondre. Pour le chef de la police, Larry Hansen, ce fut un moment chargé d'émotions contradictoires. J'étais soulagé que le suspect soit enfin en détention, mais j'étais toujours très inquiet qu'on n'ait pas retrouvé la victime avec lui. Le fait qu'ils n'étaient pas ensemble me préoccupait au plus haut point. Je ne me permettais pas de m'en tenir au fait qu'on l'avait arrêté. On devait retrouver la petite fille. Comme Cochran refusait de coopérer, on ignorait toujours où l'enfant se trouvait et comment elle allait. Mais les enquêteurs n'abandonneraient pas tant qu'ils ne la trouveraient pas. Le 3 juillet 1994, 20 heures après le début de recherche pour trouver une enfant enlevée en Californie, le FBI et les autorités locales avaient arrêté le présumé ravisseur de la fillette, Stephen Reese Cochran. Celui-ci avait refusé de dire si l'enfant était encore en vie et si elle se trouvait encore dans le secteur isolé où il avait été capturé. Même si les chances de retrouver vivant l'enfant dans ce terrain accidenté étaient minces, Larry Hansen, le chef de police de Lodi, tentait de garder espoir. Le plus souvent, on ne retrouve jamais les enfants qui ont été enlevés. Ou si on les retrouve, ils sont déjà morts. J'avais toujours ça en tête au fur et à mesure que cette enquête semblait se dénouer. Mais encore une fois, on essayait de rester constructif et continuer à croire qu'on la trouverait en vie. Les autorités cherchaient maintenant à bien orienter les recherches. 400 volontaires, 10 escouades canines et 3 hélicoptères cherchaient l'enfant depuis l'aube et l'on n'avait pas trouvé le moindre indice de la présence de cet enfant. Le lieutenant Gerald Murray de la police de Lodi soupesait les différentes possibilités. Nous avions alors deux choix, soit tenter de repérer l'odeur du suspect à partir de l'endroit où on l'avait arrêté jusqu'à celui où il avait abandonné la victime, soit commencer une battue en s'alignant tout le long de l'autoroute 26 et en marchant vers le nord en espérant trouver la victime. Un important nombre de volontaires s'étaient déjà regroupés le long de la clôture du pâturage et attendaient les ordres. Les détectives craignaient qu'un groupe de cette importance, en entrant dans le champ, ne détruise les indices en les piétinant ou qu'il poursuive son chemin sans voir la fillette. C'était un moment d'une importance cruciale et, comme les membres des équipes de recherche, l'agent du FBI, Charles Riley, ressentait l'urgence de la situation. On pense beaucoup aux familles. Tous les chercheurs en ont une. Même si l'on tente de garder la tête froide, c'est une situation qui vous affecte personnellement. Et l'on se dit, et si c'était ma sœur ou ma fille? On n'échappe jamais à ce genre de questions. Les enquêteurs en vinrent à la conclusion que la meilleure solution serait de faire appel à une nouvelle meute de chiens et de leur faire repérer l'odeur de Cochran à partir de l'endroit où il avait été arrêté, près du point d'eau. Le problème, c'était qu'il faudrait attendre au moins 30 minutes avant que les escouades canines n'arrivent sur place. Les volontaires, eux, trépignaient d'impatience. J'ai vu plusieurs civils sauter par-dessus la clôture et pénétrer à l'intérieur du périmètre de sécurité. Je m'apprêtais à envoyer quelqu'un leur dire de quitter l'endroit, quand j'ai vu ces gens retourner d'eux-mêmes à la clôture. À l'évidence, il s'était produit quelque chose, mais d'où j'étais, je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient. Puis, j'ai fini par les entendre crier « La voilà! La voilà !» Comme une apparition, une délicate silhouette surgit de nulle part.
Les volontaires ne pouvaient en croire leurs yeux. La fillette était en vie. Elle trébucha en venant vers les équipes qui jubilaient. Le détective ordonna aux policiers d'aller à sa rencontre. Quand j'ai vu la victime descendre la colline, c'était comme si toutes mes émotions avaient forcé la digue à l'intérieur de moi. Toutes les peurs, les inquiétudes, le sentiment de désespoir se sont envolés. Et à vrai dire, cela m'a pris 10 bonnes minutes pour reprendre mes esprits et redevenir fonctionnel. Les gens se tapaient dans les mains, ils se serraient dans leurs bras, se donnaient des poignées de main, se congratulaient en pleurant. C'était un moment incroyable. Ce n'était plus une affaire policière, mais bien un événement qui touchait toute la communauté. Et j'ai vraiment pu voir à quel point cela nous avait affectés. La fillette fut conduite à l'hôpital où ses parents vinrent la rejoindre. Le lendemain, soit le 4 juillet, malgré sa mésaventure de 22 heures, la fillette accepta d'accompagner son père, un détective et le procureur, là où Cochrane l'avait cachée pendant les recherches. Elle déclara que pour éviter d'être repérée, Cochrane les avait tous deux barbouillés de boue. Il l'avait également forcé à rester à moitié immergé dans l'eau corrompue d'un étang. Cette eau n'était pas potable et la fillette n'avait rien mangé pendant 24 heures. Cochrane se déplaçait sans cesse. Il ne restait jamais au même endroit très longtemps. La fillette montra alors au groupe un autre endroit où il l'avait obligé à se cacher. Au lever du soleil, il s'était couché sous de la paille. Alors qu'il se trouvait à cet endroit, un policier qui roulait avec un véhicule tout-terrain est passé le long de la clôture. Il était à moins de 10 mètres d'eux. La victime, malgré les menaces de son ravisseur, a sorti un pied pour tenter d'attirer l'attention du policier, mais en vain. La fillette ajouta qu'elle s'était endormie à cet endroit. À son réveil, elle avait constaté que Cochrane n'avait plus de couteau. Quelques mètres plus loin, la police trouva l'arme qu'il avait plaquée sur la gorge de l'enfant à maintes reprises. On releva plus tard l'empreinte de Cochrane sur ce couteau. Après qu'on eut déterminé qu'il était apte à subir son procès, Stephen Reese Cochrane plaida coupable à 23 chefs d'accusation, dont enlèvement, agression, cambriolage et vol d'une voiture. À la Cour supérieure de San Joaquin, il a été condamné à 106 ans de prison pour ses crimes. Même la fillette de 5 ans du chef de police Larry Hansen a compris l'importance de cette affaire. Une fois que tout cela était fini et que j'ai enfin pu rentrer chez moi et dormir, elle est arrivée à la maison et on lui a dit qu'on avait retrouvé la petite fille. Elle s'est rendue jusqu'à la porte de ma chambre et elle a embrassé cette porte en disant « Merci, papa ». Et quand je donne des conférences à des policiers, je leur fais toujours remarquer que si une enfant de 5 ans peut saisir l'importance d'une affaire comme celle-là, qu'ils essaient d'imaginer l'impact que cela peut avoir sur une population. Suite à l'affaire Polyclass, qui a mené à l'établissement d'une fondation œuvrant à la recherche d'enfants disparus, et suite aussi à l'heureuse conclusion de l'affaire de Lodi, on a maintenant un modèle à suivre dans les cas d'enlèvement d'enfants. C'est en réagissant rapidement et collectivement que les communautés apprennent à augmenter le pourcentage de succès dans les cas d'enlèvement de ces innocentes victimes.